Je revenais du marché, les sacs dans les mains, l'esprit tourné vers le dîner, quand j'ai vu mon mari sortir d'une voiture près d'un restaurant riant, détendu. Comme l'homme que je n'avais plus reconnu depuis des années. Ce qui m'a glacé, ce n'était pas lui, mais la femme qui lui a pris le bras et l'a embrassé comme s'il lui appartenait. Je les ai suivis à l'intérieur, je me suis assise à une table et j'ai regardé la vérité se dévoiler sous mes yeux. Je jure que cet après-midi-là était censé être ennuyeux. Je venais de quitter le supermarché, les bras endoloris par ces sacs en plastique bon marché qui me cisaillaient les doigts, en pensant à ce que j'allais préparer pour le dîner et s'il allait encore se plaindre des pâtes. Le soleil tapait si fort sur l'asphalte qu'on aurait dit qu'il fondait. Et tout ce que je voulais, c'était jeter tout ça dans le coffre et rentrer à la maison, enlever mon soutien-gorge et respirer. Rien de dramatique, rien de spécial. Juste un autre mardi dans un mariage qui s'était lentement transformé en routine et en lassitude. Si quelqu'un m'avait dit que dans les 5 minutes suivantes, ma vie se scinderait en deux, un avant et un après, j'aurais ri, honnêtement. Je l'ai repéré par hasard. Au début, mon cerveau n'a même pas enregistré que c'était mon mari. J'ai juste vu un groupe d'hommes sortir d'une voiture près de l'entrée du restaurant, plaisantant bruyamment. Ce rire facile qu'ils n'avaient pas ramené à la maison depuis longtemps. Puis mes yeux se sont fixés sur un profil très familier. La façon dont il penchait la tête en arrière quand il riait, la chemise que j'avais repassée ce matin-là avant le travail. Mon cœur a fait ce drôle de bond, comme s'il essayait de rattraper ce que mes yeux voyaient. Il m'avait dit qu'il travaillerait tard, qu'il y avait beaucoup à faire au bureau. Soudain, les sacs dans mes mains me parurent plus lourds, comme si j'étais la seule idiote à encore porter quelque chose. Puis elle est sortie de la voiture. Je ne connaissais pas son visage, mais j'ai tout de suite reconnu son genre. Sa façon de bouger, comme si le monde était une scène et le trottoir son podium. Elle s'est approchée de lui, a saisi son bras comme s'il lui appartenait, et sans hésiter, elle l'a embrassé. Pas un petit baiser rapide, un baiser avec une histoire, un baiser plein d'habitude. Ma première pensée fut que ma vue devait me jouer des tours. Ma deuxième pensée fut que si je laissais tomber les courses, les œufs se casseraient. Et il était plus logique de se concentrer là-dessus que sur le fait que la bouche de mon mari était sur celle d'une autre femme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru. Je suis juste resté là, à moitié caché derrière ma voiture, sentant toute ma poitrine se serrer tandis qu'une partie très silencieuse et très dangereuse de moi s'est réveillée et a murmuré « Non, tu ne rentres pas à la maison maintenant. » Je ne me souviens même pas d'avoir marché vers le restaurant. Mes jambes ont bougé d'elles-mêmes, comme si elles avaient pris le contrôle au moment où mon cerveau a court-circuité. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les presser contre mon jean juste pour me stabiliser. À l'intérieur, la climatisation a frappé ma peau comme de l'eau froide, mais ça n'a pas aidé. Je brûlais de l'intérieur. Je suis allé directement au comptoir d'accueil, et d'une manière ou d'une autre, ma voix est sortie calme. Trop calme. J'ai demandé une table loin du groupe près des fenêtres, prétendant ne pas les connaître, prétendant que mon monde entier ne venait pas de s'effondrer sur lui-même. L'hôtesse a souri poliment, complètement inconsciente qu'elle venait de devenir témoin de la plus grande humiliation de ma vie. Elle m'a installé dans un coin où j'avais l'angle parfait, assez proche pour tout voir, assez loin pour qu'il ne me remarque pas à moins de se retourner. J'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi, mais mes yeux ne les ont jamais quittés. Il était là. L'homme qui m'avait dit le matin même qu'il n'avait pas le temps de déjeuner. L'homme qui levait les yeux au ciel quand je lui demandais si quelque chose n'allait pas. Il avait l'air heureux, détendu, comme si c'était sa vraie vie. Celle qu'il était impatient d'exhiber. Et elle était collée à lui, sa main sur sa cuisse, la tête renversée en arrière dans ce faux rire que les femmes utilisent quand elles jouent un rôle pour un public. Je l'ai regardé tracer la ligne de sa mâchoire avec ses doigts, des doigts qu'il avait probablement touchés d'une manière que je n'avais pas faite depuis des mois. À un moment donné, elle s'est penchée et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Je pouvais tout voir si clairement de là où j'étais assise. Il a gloussé, a relevé son menton, et elle l'a embrassé à nouveau, lentement, délibérément, comme si elle voulait que tout le fichu restaurant voie ce qui était à elle. Mon estomac s'est tordu si fort que j'ai dû m'agripper au bord de la table pour me stabiliser. Mais sous la douleur, sous le choc, quelque chose d'autre se formait, quelque chose de tranchant, quelque chose de froid. Je le sentais monter en moi, stable et certain. « Tu ne vas pas pleurer ici, me suis-je dit. Tu ne vas pas craquer ici. » S'il pensait que j'allais rester la femme silencieuse et obéissante qui attend à la maison, il était sur le point d'apprendre à quel point il m'avait sous-estimé. J'ai continué à regarder,
laissant chaque détail se graver dans ma mémoire. La façon dont ses amis se donnaient des coups de coude, souriant comme s'ils étaient dans le secret. La façon dont il posait son bras derrière sa chaise, décontracté, familier, comme il l'avait fait 1000 fois. À chaque minute qui passait, le choc en moi commençait à se transformer en quelque chose de plus sombre, de plus stable. C'était presque effrayant à quel point je me sentais calme, comme une tempête qui avait trouvé son œil. Je ne clignais pas beaucoup des yeux, je ne respirais pas profondément. J'absorbais juste lui, elle, la réalité de ce que mon mariage était devenu. Et d'une certaine manière, ce calme rendait tout plus net, plus clair, plus facile à comprendre. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était ce qu'il était devenu quand il pensait que je ne regardais pas. Une serveuse est passée et m'a demandé si je voulais quelque chose. J'ai souri, j'ai vraiment souri, et j'ai commandé une boisson que je n'aimais même pas, juste pour donner quelque chose à faire à mes mains. Quand elle s'est éloignée, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre à côté de moi. J'avais l'air calme. Ça m'a fait plus peur que tout. J'aurais dû sangloter, crier, courir. Mais à la place, j'ai senti cette clarté étrange s'installer sur moi, comme si je me réveillais enfin d'un long sommeil. Je me suis souvenu de toutes les nuits où il rentrait tard, sentant une eau de Cologne qu'il ne portait pas pour moi. Tous les week-ends chargés, toutes les excuses que j'avais balayées parce que l'amour rend aveugle, jusqu'à ce que quelque chose vous arrache les paupières. Puis est venu le moment qui a fait céder le dernier fil qui tenait en moi. Elle a tendu la main et a essuyé quelque chose au coin de sa bouche, comme s'il lui appartenait, comme si elle prenait soin de ce qui était à elle. Il a ri, s'est penché et lui a donné un autre baiser rapide, juste là, à la vue de tous. Je ne me souviens pas de m'être levé, mais soudain j'étais sur mes pieds, ma chaise raclant le sol derrière moi, ma boisson intacte, mon cœur étrangement stable. Je n'allais pas seulement les confronter. J'allais entrer de plein pied dans leur petite fantaisie et la mettre en pièces de l'intérieur. S'il voulait une scène, oh, il était sur le point d'en avoir une qu'il n'oublierait jamais. J'ai fait de l'empas vers leur table, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je voulais sentir chaque seconde de cette marche, le poids de la trahison, la piqûre de l'humiliation, le feu froid de la décision que j'avais prise. Quand je me suis approché assez près pour entendre clairement leur rire, je me suis arrêté derrière un pilier juste un instant pour stabiliser ma respiration. De là, je pouvais tout voir, sa main glissant sur son bras, ses doigts tapotant rythmiquement sur la table comme s'il était parfaitement à l'aise, ses amis ricanant comme s'il assistait à une comédie privée. Et le pire, il avait l'air plus léger que je ne l'avais vu depuis des années, plus heureux, plus libre, comme si la vie qu'il partageait avec moi était un fardeau qu'il avait enfin déposé. Je suis retourné à ma table et me suis assise à nouveau. Non pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que j'ai soudain réalisé que je voulais en voir plus. J'avais besoin de comprendre toute l'étendue du mensonge avant de le mettre en pièces. Alors, j'ai regardé. J'ai regardé ses cheveux se glisser derrière son oreille, un geste si calculé que ça criait la performance. Je l'ai regardé se pencher, lui murmurer quelque chose à l'oreille, la faisant glousser comme une adolescente. Et chaque fois que leurs mains se frôlaient ou que leurs genoux se cognaient sous la table, je sentais une autre fissure dans ma poitrine. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard. C'était comme assister à mes propres funérailles, sauf que j'étais étrangement vivante, hyper consciente de chaque son, de chaque souffle, de chaque trahison se déroulant à quelques centimètres de moi. Un souvenir m'a frappé de nulle part, nos débuts, quand il me regardait de l'autre côté d'une table de restaurant avec ce même regard doux qu'il lui offrait maintenant. Quand il prenait ma main sans réfléchir, quand il se penchait pour dire mon nom comme si cela signifiait quelque chose. Le contraste était si brutal. Ça m'a presque fait rire. C'est étrange comme la douleur peut venir par vagues. D'abord vive, puis sourde, puis à nouveau vive. Je les ai toutes senties, assises là, l'une après l'autre, s'écrasant contre moi mais sans jamais me faire tomber, car à ce moment-là, quelque chose de fondamental avait changé. Je ne pleurais plus mon mariage. Je le disséquais, l'analysais, me préparant à y mettre fin selon mes propres termes, pas les siens. De là où j'étais assise, toute leur table ressemblait à une pièce de théâtre dans laquelle j'étais entré par accident, sauf que je connaissais chaque réplique qu'il avait jamais répétée. Je l'ai regardé poser sa main sur son épaule, les ongles parfaitement manucurés, d'un rouge vif, le genre de rouge que je portais avant d'arrêter d'essayer d'impressionner un homme qui ne remarquait jamais. Elle s'est penchée vers lui comme si elle avait tout à fait le droit d'être là, comme si elle avait mérité cette place. Et il ne l'a pas arrêté. Il n'a même pas bougé, mal à l'aise.
Il est resté là, la laissant le toucher, la laissant exister dans un espace que j'occupais autrefois. Les regarder, c'était comme se noyer lentement. Sauf que je ne me débattais plus pour remonter à la surface. Je me laissais couler, laissant la vérité m'envahir par vagues lourdes. Leur nourriture est arrivée. Le cliquetis des assiettes, la vapeur qui s'élevait, le bruit des fourchettes, et tout ce que je pouvais faire, c'était de regarder la façon dont il la servait en premier. Il n'avait jamais fait ça pour moi. Pas une seule fois. Ses amis ont fait des commentaires, de petites blagues qui en disaient plus qu'ils ne le voulaient. L'un d'eux lui a donné un coup de coude et a chuchoté quelque chose qui les a fait rire tous les deux. Je n'ai pas saisi les mots, mais j'ai saisi le ton, approbation, encouragement, comme si trahir une femme n'était qu'une autre blague de vestiaire pour eux. J'ai senti quelque chose se briser en moi, non pas de colère, mais de clarté. Si des hommes comme eux voulaient traiter la loyauté comme une chute de blague, alors j'allais réécrire la blague entière. Ils ne le savaient juste pas encore. Puis est venu le moment qui m'a poussé au-delà de la limite. Elle s'est penchée, a essuyé une minuscule tache de sauce au coin de ses lèvres et a dit quelque chose que je pouvais partiellement lire sur sa bouche. Quelque chose comme « cochonou ». Et la façon dont il l'a regardé. Mon Dieu, ce regard était un meurtre. Tendre, intime. Ce regard était un aveu à lui tout seul. Elle s'est penchée en avant et a déposé un baiser sur sa joue, ses lèvres s'attardant juste assez longtemps pour rendre sa revendication visible pour tout le restaurant. J'ai senti ma prise sur la réalité se resserrer. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me sentais froide, glaciale, comme si la femme que j'étais avait disparu. Et celle assise dans cette chaise maintenant était quelqu'un qui savait exactement de quoi elle était capable. Je ne sais pas exactement ce qui a basculé en moi à ce moment-là. Peut-être que c'était la façon dont elle s'est blottie contre lui comme si elle s'était entraînée pendant des mois, ou la façon dont il l'a laissé faire sans la moindre trace de culpabilité sur son visage. Peut-être que c'était la prise de conscience que tout le monde à cette table était au courant pour elle, sauf moi. Quoi que ce fût, ça n'a pas déclenché la rage comme le disent les films. Ça a fait le contraire. Ça a tout gelé. Le bruit du restaurant s'est estompé en un faible bourdonnement, comme si j'étais sous l'eau. Les lumières se sont tamisées autour d'eux et tout ce que je pouvais voir, c'était l'homme avec qui je partageais un foyer se comporter comme si notre mariage était jetable, comme si j'étais jetable. Et au lieu de m'effondrer, je me suis senti durcir, silencieusement, complètement. Mon chagrin d'amour s'est calcifié en quelque chose d'assez tranchant pour les ouvrir tous les deux. Elle lui a murmuré autre chose à l'oreille. J'ai vu ses doigts glisser derrière son cou, ses ongles traînant légèrement sur sa peau. Il a ri, son corps se penchant vers le sien sans hésitation, comme si c'était leur normalité, comme si c'était leur vie. Et à cet instant, j'ai réalisé que je n'étais pas l'étrangère dans mon propre mariage. J'avais été remplacée depuis longtemps. J'avais juste été trop loyale, trop confiante, trop stupide pour voir les signes qu'il ne prenait même pas la peine de cacher. Le bout de mes doigts a frôlé le bord de mon verre, froid contre ma peau, m'ancrant d'une manière que mon propre rythme cardiaque ne pouvait pas. Un calme s'est installé sur moi. Pas le genre paisible, mais le genre que l'on ressent juste avant de faire un choix qui change tout. J'ai inspiré lentement, profondément, laissant l'air refroidir le feu dans ma poitrine. Je ne voulais pas continuer à regarder. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que j'en avais assez vu, plus qu'assez, assez pour briser toute excuse qu'il pourrait jamais essayer d'utiliser. Assez pour brûler chaque mensonge qu'il m'avait jamais dit. Ma chaise a reculé alors que je me suis levé à nouveau, mais cette fois il n'y avait aucune hésitation, aucun tremblement. Mes jambes étaient stables, mon pouls calme, mon objectif limpide. Je n'allais pas attendre un autre baiser, un autre gloussement, une autre caresse volée. Je leur avais permis leur petit spectacle. Maintenant, c'était à mon tour de monter sur scène et de mettre en pièces leur petite fantaisie parfaite, et j'allais le faire d'une manière qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Au moment où j'ai commencé à marcher vers leur table, le monde semblait s'aiguiser. Les sons sont devenus plus forts, les couleurs plus vives. Même l'air semblait différent, plus lourd. Chaque pas résonnait dans ma poitrine, comme si mon propre cœur répétait la confrontation à venir. Il riait encore quand je me suis arrêté juste à côté d'eux, si près que j'aurais pu tendre la main et toucher l'épaule qu'il lui avait offerte comme un trône. Le rire n'est pas mort progressivement. Il s'est effondré. Un de ses amis m'a remarqué le premier, son visage s'est vidé de ses couleurs, sa bouche s'est ouverte comme s'il avait vu un fantôme. Puis la femme a levé les yeux,
sa main reposant toujours sur la cuisse de mon mari, et j'ai regardé cette fausse confiance fondre de son visage. Et enfin, lui. Mon mari a tourné la tête lentement, presque paresseusement, comme s'il était agacé que quelqu'un interrompe son plaisir. Quand ses yeux se sont posés sur moi, tout son corps a sursauté comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose d'illégal. Ses sourcils se sont haussés, sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti au début. Puis il a réussi à prononcer la réplique la plus prévisible et pathétique imaginable. Il m'a demandé ce que je faisais là. Le ton n'était pas confus, ni coupable, ni désolé. Non, il l'a dit comme si c'était moi qui n'étais pas à ma place, comme si je n'avais pas le droit de respirer le même air que sa maîtresse et ses mensonges soigneusement élaborés. Il m'a dit que j'interprétais mal les choses. Il a dit que je faisais une scène. Il a même essayé d'en rire avec ses amis, comme si j'étais un fardeau qui venait de s'égarer dans sa soirée. Ses amis fixaient leurs assiettes, soudain fascinés par les couverts. La maîtresse s'est agitée, mal à l'aise, retirant sa main de lui comme si elle essayait d'effacer les preuves. Je suis juste resté là, laissant le silence les étouffer. Je voulais qu'ils ressentent chaque seconde. Le poids de ma présence, l'effondrement de sa fantaisie, l'exposition de la double vie qu'il pensait pouvoir protéger. Il s'est éclairci la gorge et a répété que je le mettais dans l'embarras. L'entendre dire ça, comme s'il était la victime, comme si j'étais le problème, a déclenché quelque chose d'électrique dans ma colonne vertébrale. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Je regardais un lâche se noyer dans la vérité. Et pour la première fois depuis ce parking, je me suis sentie puissante. Très puissante. J'ai posé une main sur le bord de leur table, sans la claquer, sans trembler, juste en la plaçant là doucement, comme si je les stabilisais au lieu de moi. Il a dit que je le mettais dans l'embarras. C'est ainsi que je me souviendrai toujours de ce moment, car l'ironie m'a presque fait éclater de rire. J'ai regardé sa gorge bouger alors qu'il essayait d'avaler. Ses yeux parcouraient le restaurant pour voir qui regardait. Tout le monde. Tout le monde regardait. Ses amis avaient l'air de vouloir disparaître dans leurs chaises. Chacun priant en silence pour que je ne les entraîne pas dans les décombres. La maîtresse a croisé les bras sur la défensive, essayant de se faire toute petite. Bien qu'elle ait gardé le menton levé, comme si cela pouvait la sauver. Ce ne fut pas le cas. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas juré. Je n'en avais pas besoin. J'ai parlé lentement, distinctement, chaque mot fendant l'air comme du verre. Je leur ai dit que j'étais assise dans le restaurant depuis plus d'1 heure. Je leur ai dit que j'avais tout vu depuis l'autre bout de la salle. Les attouchements, les chuchotements, les baisers. J'ai dit que pendant que j'achetais des provisions pour préparer le dîner à un homme qui prétendait travailler tard, il était dehors à jouer au petit ami pour une femme qu'il ne prenait même pas la peine de cacher. Ses amis ont grimacé quand j'ai dit ça. L'un d'eux a marmonné quelque chose comme « merde », ce qui n'a fait que le pousser à les foudroyer du regard comme si c'était eux qui l'avaient trahi. La maîtresse a finalement décidé d'ouvrir la bouche, et elle a eu l'audace de commencer par « écoutez, je ne savais pas, mais je l'ai coupée sans même la regarder. » Pas en criant, pas agressivement, juste sans intérêt. Je lui ai dit que cette conversation ne la concernait pas, car elle n'était qu'un symptôme, pas la cause. La cause était assise juste en face de moi, transpirant dans la chemise que j'avais repassée ce matin, essayant désespérément de sauver son ego. Il a insisté sur le fait que je surréagissais, que j'avais mal compris, que ce que j'avais vu n'était pas ce qu'il semblait être. L'entendre empiler mensonge sur mensonge, juste là, en public, était presque drôle. Comme regarder un mauvais acteur se débattre dans une scène qu'il n'avait pas répétée. Je me suis redressé, laissant ma main glisser de la table car je n'avais plus besoin de soutien. Ni des meubles, ni de lui, ni de personne. Je me tenais droite, centrée, et terriblement calme. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit, du même ton stable que quelqu'un utilise pour lire les nouvelles, que je n'interprétais rien de travers. J'ai dit qu'il me trompait depuis des mois, probablement plus longtemps, et que ce soir-là, il avait simplement eu assez d'audace pour le parader comme un trophée. Son visage est devenu rouge, puis pâle, puis à nouveau rouge, comme si son sang ne savait pas où se cacher. Il n'arrêtait pas de balbutier que ce n'était pas sérieux, comme si le niveau de sérieux était le problème. Comme si un baiser dans un parking, un baiser à l'intérieur d'un restaurant, et sa main sur la cuisse d'une autre femme étaient des inconvénients mineurs que je devais ignorer. La maîtresse a regardé de lui à moi, puis de nouveau à lui, son expression se tordant en quelque chose à mi-chemin entre la peur et le regret. Elle a tendu la main vers son bras, par instinct peut-être,
mais il l'a retirée brusquement, prétendant soudain qu'elle n'avait aucune importance. J'ai vu le moment où elle a réalisé qu'il la sacrifierait sans hésitation. Ses yeux se sont durcis, et j'ai su alors que même si je n'étais pas entré, leur conte de fées aurait fini par pourrir de l'intérieur. Les hommes comme lui ne restent fidèles à personne. Ni à leurs femmes, ni à leurs petites amies, ni même à leur propre image. Et en étant là, à les voir tous les deux s'effondrer, je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai pas non plus ressenti de satisfaction. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. Une clarté froide, nette, finale. Je me suis légèrement penché. Pas assez pour envahir son espace, juste assez pour m'assurer que chaque mot le frappe comme une pierre. Je lui ai dit que c'était fini. Pas menacé, pas supplié, pas négocié, fini. J'ai dit qu'il avait détruit notre mariage en public, alors je le terminerai en public aussi. Les yeux de ses amis se sont écarquillés. L'un d'eux a chuchoté « Oh, merde » sous son souffle. La maîtresse fixait son assiette, et lui. Il m'a regardé avec cette expression désespérée, paniquée, comme s'il réalisait soudain que le filet de sécurité qu'il avait tenu pour acquis toute sa vie d'adulte était en train de disparaître. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement détourné, laissant le silence finir le travail pour moi. Car la beauté de ce moment était simple. Ils savaient tous que ce n'était pas le point culminant. Ce n'était que le début de ce qui allait suivre. Quand je suis sorti de ce restaurant, je ne suis pas sorti en trombe. J'ai glissé. Il y a une sorte de force particulière qui vient juste après avoir été brisée. Une clarté qui semble presque surnaturelle. L'air de la nuit a frappé mon visage, frais et vif. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me suis senti vraiment éveillée, vivante, comme si quelqu'un avait levé un brouillard dans lequel je ne savais même pas que je vivais. Je suis resté là, dans le parking, au même endroit où j'avais vu une autre femme embrasser mon mari. Et au lieu de m'effondrer, j'ai senti quelque chose s'ancrer en moi. Une décision, une direction, un but. Je ne quittais pas seulement un restaurant. J'entrais dans le reste de ma vie. Et cette fois, je n'allais pas être la version silencieuse et indulgente de moi-même dont il dépendait. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rejoué la scène dans ma tête comme un montage de film tragique. J'ai juste respiré, les mains stables sur le volant, l'esprit déjà en train de préparer les prochaines étapes. Car la vérité était que cette confrontation n'était pas spontanée. Ce n'était pas une explosion émotionnelle. C'était simplement le moment où les pièces du puzzle se sont enfin emboîtées. Je soupçonnais que quelque chose se passait depuis longtemps. Les nuits tardives, les dîners de travail soudains, la nouvelle eau de Cologne, la façon dont il sursautait quand son téléphone vibrait. Et je n'étais pas stupide. J'avais appris à ne plus faire confiance à ses paroles et à commencer à faire confiance au schéma. Alors, des semaines avant cette nuit, j'avais discrètement commencé à sauvegarder des captures d'écran, des notifications bancaires, des messages supprimés qu'il n'avait pas assez bien supprimés. De petits indices qu'il ne réalisait même pas qu'il laissait derrière lui. Et le meilleur, plus tôt ce jour-là, avant le supermarché, avant le parking, avant le baiser, j'avais déjà rencontré une avocate, une femme calme aux yeux perçants qui m'avait regardé et dit « Si vous pensez que quelque chose ne va pas, faites confiance à cet instinct. » Elle m'a aidé à mettre à jour l'accord de séparation qu'il avait signé des années auparavant sans le lire correctement. La version mise à jour, signée électroniquement, juridiquement contraignante, me protégeait complètement. La maison, à moi, le compte d'épargne qu'il pensait que je ne connaissais pas, documenté. La voiture dont il se vantait d'avoir remboursé, achetée pendant le mariage, donc légalement à moitié à moi. Cette rencontre avait été mon premier pas vers la liberté. La scène du restaurant, c'était juste l'étincelle qui a allumé le reste de la mèche. Et alors que j'entrais dans notre allée, une certitude froide et stable m'a envahi. Il était temps de laisser l'explosion se produire exactement comme il le méritait. Je suis entré dans la maison comme si elle n'était même plus la mienne. Comme si je traversais les derniers vestiges d'une vie que j'avais déjà abandonnée. Les lumières étaient éteintes, tout était silencieux. Et pendant un instant, je suis resté là dans l'entrée, fixant les photos encadrées qui bordaient le couloir. Des sourires qui semblaient mis en scène. Des vacances dont je me souvenais différemment de ce qu'elles paraissaient. Des promesses figées dans le temps qu'il avait brisé bien avant moi. Je n'ai rien touché. Je n'ai pas fait mes valises. Je n'ai pas erré dans les pièces à la recherche de réconfort. Au lieu de cela,
je suis allé directement au tiroir où j'avais gardé tous les documents que mon avocate m'avait dit de préparer. Relevé bancaire, email, capture d'écran, l'accord de séparation mis à jour. J'ai tout placé soigneusement dans un dossier et les posé en plein milieu du comptoir de la cuisine, sous la lueur chaude du plafonnier. Je voulais qu'il le voie dès qu'il entrerait. Je voulais que la vérité l'accueille avant même que j'aie à le faire. En attendant, je me suis préparé une tasse de thé. Quelque chose de simple, d'ancrant, de familier. Je me suis appuyé contre l'évier, les mains enroulées autour de la tasse chaude, respirant la vapeur. C'est drôle comme les moments ordinaires peuvent vous aider à survivre à une douleur extraordinaire. Je me suis souvenu comment il rentrait en se plaignant du travail, comment je lui massais les épaules, lui préparais le dîner, l'écoutais se plaindre comme si son monde était le seul qui comptait. Et puis je me suis souvenu à quel point il m'avait peu vu. Le peu d'attention qu'il accordait à la façon dont je pliais ses vêtements. La façon dont je faisais tourner notre maison. La façon dont je me battais pour nous garder connectés. La trahison ne commence pas par un baiser. Elle commence par la négligence. Elle commence par quelqu'un qui arrête de vous choisir bien avant de toucher quelqu'un d'autre. Et alors que cette pensée s'installait, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Pas du chagrin, de la libération. J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée bien avant qu'il n'ouvre la porte. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai posé la tasse, éteint la lumière de la cuisine et me suis assise à table face au comptoir. Le dossier était illuminé comme un projecteur dans le noir. Quand il est entré, la première chose qui est sortie de sa bouche n'était pas une excuse. Ce n'était pas du remords. Ce n'était même pas de la culpabilité. Il a exigé de savoir pourquoi je l'avais humilié au restaurant. Il a même haussé la voix, dit que je n'avais pas le droit de me pointer, que j'avais surréagi, que j'avais mal interprété tout ce que lui et cette femme avaient fait. Il a dit qu'il ne méritait pas d'être humilié publiquement. Et l'entendre dire ça après tout ce que j'avais vu a solidifié quelque chose en moi. Il n'était pas désolé. Il n'avait même pas peur. Il était en colère de s'être fait prendre. Et cela a rendu ce que j'ai fait ensuite encore plus facile. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas levé. Je n'ai même pas bronché quand il a claqué ses clés sur le comptoir. Au lieu de cela, j'ai pointé du doigt le dossier posé juste à côté. Mon doigt stable, mon expression indéchiffrable. Il a demandé ce que c'était, et la façon dont il l'a demandé, comme s'il savait déjà mais ne voulait pas l'admettre, était presque pitoyable. Je lui ai dit que ça contenait tout ce qu'il prétendait ne pas exister. Les transactions, les messages, les photos, les dates, la chronologie qui prouvait que ce n'était pas un dérapage dû à l'alcool ou une erreur soudaine. J'ai dit que je voyais la vérité bien avant qu'il ne se rende compte qu'il la montrait. Il a feuilleté les papiers avec des mains tremblantes, chaque page tranchant l'illusion à laquelle il s'accrochait. Et quand il est arrivé à l'accord de séparation mis à jour, celui qu'il avait signé électroniquement, celui qu'il pensait n'être qu'un document de routine, j'ai vu le sang quitter son visage. Il a dit que j'étais dramatique. Il a dit que je le punissais pour quelque chose qui ne signifiait rien. Il a même osé dire que je surréagissais à une amitié inoffensive. Et le plus drôle, la femme qu'il avait embrassée 2 fois était toujours enregistrée dans son téléphone sous un faux nom que mon avocate avait déjà identifié comme un contact de couverture connu. Je lui ai dit tout ça calmement, lentement, comme quelqu'un qui lit une histoire pour s'endormir. Il a essayé d'interrompre, de tordre l'histoire, de blâmer le stress, la solitude, l'incompréhension, tous les clichés du livre. Mais je ne l'ai pas laissé réécrire un seul chapitre. Je lui ai dit que je ne demandais pas d'explication parce que j'avais déjà les faits. Je ne demandais pas de repentir parce que j'avais déjà les preuves. Et je ne demandais certainement pas le pardon parce que je ne lui devais plus aucune parcelle de moi-même. Puis je me suis levé, pas pressé, pas en colère, juste fini. Je lui ai dit que je ne vivrais plus avec un homme qui tenait une autre femme comme si elle était le prix et moi la punition. J'ai dit que je n'allais pas être la femme qui reste pour les apparences, la culpabilité ou la peur. Je lui ai dit que le divorce n'était pas négociable et que les actifs qu'il pensait cachés étaient maintenant légalement documentés. Sa voix s'est brisée quand il a dit que je ne pouvais pas simplement partir comme ça. Il a même supplié alors. M'a supplié de ne pas ruiner sa vie. M'a supplié d'en parler. M'a supplié de garder les choses privées. Mais je suis passé devant lui, mais pas stable, mon pouls calme. Et pour la première fois depuis que je l'avais vu l'embrasser, je me suis senti entière. Parce qu'à ce moment-là, je ne le quittais pas seulement.
Je quittais la version de moi-même qui tolérait moins que ce qu'elle méritait. Je n'ai pas dormi à la maison cette nuit-là. J'ai pris un seul sac, seulement l'essentiel, et je suis sorti sans regarder en arrière. L'air extérieur semblait différent, plus léger en quelque sorte, comme si le monde s'était fissuré et avait enfin commencé à laisser passer l'oxygène. J'ai conduit directement chez ma sœur, les lampadaires défilant devant moi comme si la ville elle-même savait que je fuyais quelque chose de pourri. Quand elle a ouvert la porte, je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Elle a juste regardé mon visage, m'a prise dans ses bras et m'a serré comme le font les gens quand ils savent que vous essayez de ne pas vous effondrer. Mais même alors, même dans sa chaleur, je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme. C'était comme si mon cœur était passé de la rupture à la reconstruction en quelques heures. Le lendemain matin, tout a commencé à s'effondrer pour lui, rapidement. Les nouvelles voyagent vite quand la trahison est publique, et il m'avait offert la scène parfaite. À midi, sa mère m'a appelé, la voix tremblante. Elle a demandé pourquoi il était rentré tard et furieux, pourquoi il fulminait à propos d'interprétations erronées et de surréactions. Je lui ai dit la vérité, chaque détail, y compris les moments où je l'ai vu embrasser cette femme. Le silence à l'autre bout du fil était froid et long, suivi d'un soupir déçu. Je ne l'avais jamais entendu comme ça auparavant. Elle a dit qu'il m'avait toujours admiré, s'était appuyé sur moi plus que je ne le savais. Et puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a détruit la meilleure chose qu'il ait jamais eue. Je ne me suis pas sentie triomphante en l'entendant, mais je me suis sentie comprise. Enfin, dans l'après-midi, quelques-uns de ses amis m'ont envoyé des messages s'excusant pour leur silence la nuit précédente, disant qu'ils ne savaient pas que c'était si grave, comme si la trahison avait besoin d'une échelle pour être réelle. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais une partie de moi a savouré le changement subtil de leur ton. Ils ne riaient plus. Ils ne le couvraient plus. Pendant ce temps, la femme qu'il a embrassée, sa maîtresse, était introuvable dans son cercle social. J'ai imaginé les disputes qu'ils ont dû avoir après que j'ai quitté le restaurant, à quelle vitesse il a dû essayer de se distancier d'elle une fois que sa vie a commencé à s'effondrer autour de lui. Les lâches craquent toujours sous la pression. Et alors que le monde qu'il avait bâti sur des mensonges commençait à s'écrouler, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle, pas la rancune, pas la vengeance, juste le contrôle de ma propre vie à nouveau. Au cours des jours suivants, tout s'est déroulé presque exactement comme mon avocate l'avait prédit, propre, rapide et complètement en ma faveur. Pendant qu'il sombrait, passant de la colère au désespoir et à de pitoyables tentatives de négociation, je suis resté concentré. J'ai signé des documents. J'ai remis des preuves. J'ai répondu aux appels nécessaires avec un calme qui m'effrayait même. La maison, celle que j'avais décorée, nettoyée, entretenue, était légalement assurée à mon nom. Le compte d'épargne qu'il pensait avoir si intelligemment caché a été tracé et partagé. La voiture dont il se vantait de posséder entièrement, acquise pendant le mariage, à moitié à moi, au minimum. Le voir réaliser à quel point il m'avait sous-estimé était presque surréaliste. Pas agréable, pas vindicatif, juste. Comme un équilibre enfin rétabli. Mais même avec toutes les victoires légales qui s'alignaient comme des dominos, la partie émotionnelle me frappait dans des moments calmes et inattendus. En me lavant le visage la nuit et en remarquant que mes yeux semblaient différents, plus vifs, plus éveillés. En préparant du café au comptoir de la cuisine de ma sœur et en réalisant que je n'avais pas à écouter le bruit de ses pas ou à jauger son humeur avant de parler. Je m'asseyais sur le canapé sous une couverture qu'elle gardait pliée pour les invités, sirotant du thé, laissant le silence remplir l'espace où la tension constante régnait autrefois. Je n'étais pas guéri, loin de là, mais je ne coulais plus. Le chagrin venait toujours par vagues, mais maintenant chacune me transportait un peu plus loin du rivage où il avait essayé de me noyer. Lui, en revanche, n'allait pas bien. La nouvelle s'était répandue, non pas de ma part, mais de la part des gens qui avaient tout vu. Sa réputation au travail en a pris un coup. Ses amis ont pris leur distance. Sa famille a pris mon parti. Et la maîtresse, apparemment, elle avait réalisé très rapidement qu'il n'était pas l'homme qu'il prétendait être, surtout quand il a commencé à la blâmer pour tout ce qui s'effondrait. J'ai entendu par des contacts mutuels qu'elle l'avait traité de pathétique et était partie. C'était presque poétique. Il avait risqué son mariage, sa dignité, sa stabilité pour une femme qu'il a laissé tomber dès que les choses sont devenues sérieuses. Chaque fois que j'y pensais, je ne ressentais pas de joie. Je ressentais une confirmation. Ce n'était pas un homme qui m'avait dépassé. C'était un homme qui ne m'avait jamais mérité.
Le jour où j'ai déménagé mes dernières affaires dans mon nouvel appartement, un petit mais lumineux appartement avec de hautes fenêtres et une vue sur la ville, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de la douleur, pas de la colère, de l'espace, de l'air pour respirer. Je me tenais dans le salon, entouré de cartons à moitié ouverts, la lumière du soleil inondant le sol comme une bénédiction. Et pour la première fois depuis une éternité, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelque chose de mal arrive. Je me suis préparé une tasse de café, me suis assise par terre, le dos contre le mur, et j'ai juste écouté le bourdonnement du réfrigérateur, le trafic assourdi à l'extérieur, ma propre respiration régulière, de petits sons ordinaires, mais ils semblaient être la preuve que ma vie redevenait mienne, complètement mienne. Le soir, je me promenais dans le quartier, apprenant les schémas des rues, l'odeur des boulangeries voisines, le rythme des gens qui discutaient devant les cafés. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un autre message désespéré de sa part, des promesses qui ne signifiaient rien, des excuses qu'il aurait dû faire des années auparavant, des supplications pour une seule conversation, je le laissais vibrer sans répondre. Je ne l'ignorais pas pour le punir. Je l'ignorais parce qu'il n'avait plus accès à moi. Pas à ma voix, pas à mon temps, pas à mon cœur. Et à chaque choix de rester silencieuse, je sentais un autre fil nous reliant se dissoudre, me laissant plus libre, plus légère, presque en apesanteur. Mais le vrai changement, la confirmation finale que j'étais entré dans une nouvelle version de moi-même, est venue un après-midi alors que j'ouvrais une boîte étiquetée « Affaires de chambre ». À l'intérieur se trouvait une pile de vieilles lettres. De petits mots qu'il me laissait au début de notre relation. Tu me manques déjà. Tu étais belle ce matin. Dîner ce soir. Juste nous deux. Je les ai tenus un long moment, laissant une douce douleur me traverser. Pas du chagrin, pas de la nostalgie, juste une reconnaissance. C'étaient des reliques d'une version de lui et d'une version de moi qui n'existait plus. Je les ai placés dans une petite enveloppe, les sceller et les jeter à la poubelle. Non pas par amertume, mais par libération, parce que je savais que je ne fermais pas seulement un chapitre. Je me préparais à commencer le dernier. Des mois plus tard, je me suis réveillé dans mon nouvel appartement, la lumière du soleil s'étirant sur mes draps comme des doigts chauds, et cela m'a frappé doucement, de manière inattendue, que je ne me réveillais plus avec la peur. Plus de vérification de sa position. Plus d'écoute du ton de sa voix pour savoir comment ma journée se passerait. Plus de rétrécissement de moi-même pour maintenir la paix. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond, respirant le silence. Un silence différent de celui de mon ancienne maison. Ce silence n'était pas lourd. Il n'était pas tendu. Il ne ressemblait pas à une attente. C'était la paix. Simple, stable, méritée. Je n'avais pas réalisé à quel point mon mariage avait été étouffant jusqu'à ce que l'air autour de moi ait enfin un goût de propreté à nouveau. Mes matinées étaient devenues des rituels que je créais pour moi-même. Je préparais du café pendant que la ville commençait à s'éveiller, j'ouvrais les fenêtres pour laisser entrer la brise et je m'enveloppais dans le peignoir doux que j'ai acheté la semaine après l'avoir quitté. La première chose que j'ai achetée pour moi depuis des années. Parfois, j'apercevais mon reflet dans la fenêtre de la cuisine, les cheveux en désordre, les yeux doux au lieu d'être sur la défensive, et je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Non pas parce que j'avais l'air brisé, mais parce que j'avais l'air entière, comme quelqu'un qui avait appris à la dure qu'aimer une autre personne ne devrait jamais signifier se perdre soi-même. Un après-midi, en faisant des courses, je l'ai vu, pas de près, juste de l'autre côté du parking d'un magasin de bricolage. Il avait l'air plus petit en quelque sorte, les épaules arrondies, le visage tiré, comme si le poids de ses choix s'était enfin installé. Il était seul, tenant un sac dans une main et son téléphone dans l'autre, fixant l'écran comme s'il attendait quelque chose qui n'arriverait jamais. Il ne m'a pas remarqué. Et je ne me suis pas caché. Je n'ai ressenti ni panique, ni colère, ni même satisfaction. Je l'ai simplement observé une seconde, n'ai ressenti absolument rien de profond, puis je suis passé juste à côté de lui, tranquillement, calmement, comme s'il n'était qu'un autre étranger dans un monde plein d'étrangers. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Non seulement je lui avais survécu, mais je l'avais complètement dépassé. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que les souvenirs qui me piquaient s'étaient adoucis sur les bords, comme s'ils avaient été usés par toute la guérison que je ne réalisais même pas que je faisais. J'entrevoyais ma vie passer dans de petits moments inattendus, en passant devant un restaurant que nous avions visité, en entendant une chanson sur laquelle nous dansions dans la cuisine, en trouvant un pull que je portais lors de nos rendez-vous. Mais au lieu de me ramener dans le passé, ces rappels ressemblaient à des cartes postales d'une autre vie. Une version de moi qui a essayé,
qui a pardonné, qui a espéré, et je l'aimais pour ça. Je ne voulais juste plus être elle. Mon monde s'est lentement étendu au-delà de la survie. J'ai renoué avec des amis dont je m'étais éloigné, non pas à cause d'un conflit, mais parce qu'ils me faisaient toujours sentir coupable de passer du temps avec quelqu'un d'autre que lui. J'ai rejoint un cours de poterie, de toute chose, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps. Mes mains étaient maladroites au début, l'argile glissant entre mes doigts, les formes s'effondrant avant même de se former. Mais il y avait quelque chose de profondément libérateur à créer quelque chose de laissant s'en soucier, quelque chose de brut, quelque chose à moi. Chaque bol tordu ressemblait à une promesse que je n'avais pas besoin de perfection. J'avais besoin d'authenticité. Et pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'être désordonnée, brute, merveilleusement imparfaite. Il y avait des nuits où la solitude s'insinuait, silencieuse, subtile, familière. Pas la solitude d'être invisible dans ma propre maison, mais celle qui vient avec la reconstruction d'une vie à partir de zéro. Et au lieu de la combattre, je me suis permis de m'asseoir avec elle. Je préparais du thé, me blottissais près de la fenêtre, et laissais les lumières de la ville me rappeler qu'être seul n'était pas la même chose qu'être abandonné. C'était l'espace avant de nouveaux commencements. Une pause, pas une punition. Et lentement, j'ai réalisé que mon histoire ne se terminait pas simplement parce qu'il en était sorti. Elle se déroulait à nouveau d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer à l'époque où je me rétrécissais pour un homme qui ne pouvait pas voir au-delà de ses propres désirs. Parfois, je pense à la femme que j'étais le jour où tout s'est effondré. Celle qui se tenait dans un parking avec des sacs de courses dans les mains, regardant l'homme qu'elle aimait embrasser une étrangère comme si leur mariage ne signifiait rien. Je veux remonter le temps et tenir son visage dans mes mains. Lui dire qu'elle est plus forte qu'elle ne le pense. Que ce chagrin deviendra le tournant dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Je lui dirai qu'elle survivra à la trahison. Elle survivra à la honte. Elle survivra à la nuit où elle se sentira vide. Et elle en sortira de l'autre côté non seulement intacte, mais transformée. Car perdre quelqu'un qui ne l'a jamais apprécié n'est pas une tragédie. C'est une libération déguisée en effondrement. Des mois plus tard, la femme que je suis devenue me semble presque irréelle. Je me réveille sans angoisse. J'aime sans peur. Je me déplace dans le monde comme si mon corps m'appartenait enfin à nouveau. Parfois, dans des éclairs fugaces, je me souviens à quel point je désirais son approbation. Combien de moi-même j'ai rogné juste pour tenir dans l'espace de plus en plus réduit qu'il me donnait. Maintenant, je prends de la place, pleinement. Je ris plus fort. Je dis non sans m'excuser. Je me choisis d'une manière que je n'aurais jamais cru autoriser. C'est drôle comme la liberté peut ressembler à de la rébellion quand on a vécu trop longtemps dans une cage qu'on ne voyait même pas. Et peut-être que la partie la plus satisfaisante, celle que je ne dis jamais à voix haute, c'est de savoir qu'il observe ma vie à distance. Maintenant, pas physiquement, mais par les canaux silencieux que les gens utilisent pour prendre des nouvelles de ceux qui leur ont échappé. Il entend par des amis que je m'épanouis, que j'ai tout reconstruit ce qu'il a essayé de briser, que j'ai l'air plus heureuse, plus douce, plus libre. Et je sais que ça le ronge. Non pas parce qu'il m'aime, mais parce qu'il comprend enfin ce qu'il a perdu. Pas une épouse, pas une gardienne, pas une zone de confort, mais une femme qu'il n'a jamais méritée. Et maintenant que je suis complètement sorti de son ombre, je peux enfin respirer et entrer dans une vie qui est sans excuse, farouchement, magnifiquement mienne.